Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture du mois de mars. Donc il y a déjà deux lectures sur ce bilan dont je vous ai parlé. Il s'agit de Siddhartha de Hermann Hesse et de The Mother of All Questions de Rebecca Solnit. Donc je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les livres recommandés par Chris Evans. Donc je ne vais pas revenir dessus. Si ça vous intéresse, je vous mets dans le petit i, je ne sais jamais de quel côté, le lien vers la vidéo et je le remettrai aussi en barre d'infos. Et donc en mars, en plus de ces deux livres-là, j'en ai lu 6 autres. Tout d'abord, en début de mois, j'ai enfin fini la saga Percy Jackson. Donc j'ai lu le dernier tome, The Last Olympian, donc de la saga Percy Jackson and the Olympians de Rick Riordan. J'ai bien aimé cette saga. J'avoue que les premiers tomes, je les ai lus avec beaucoup d'espace entre chaque. Mais les 3 derniers, je les ai plutôt pas mal enchaînés, et surtout les 2 derniers que j'ai lus vraiment à 1 mois d'écart. Comme je le disais dans les précédents, j'ai remarqué que à chaque fois, il me fallait un petit temps pour vraiment rentrer dans l'histoire, mais qu'une fois passé les 100 premières pages, j'étais vraiment à fond dedans, alors que dès le tout début, dès les premières pages, on est tout de suite lancé dans l'action. Mais pour vraiment me sentir bien dedans et avoir ce côté un peu addiction, pour les tomes précédents, j'avais besoin d'une centaine de pages à peu près. Et là, ça n'a pas été le cas, donc je pense que c'est le fait d'avoir enchaîné les 2 livres qui fait que je n'avais pas besoin de me refaire mes repères et surtout de me réhabituer à l'écriture. Parce qu'on est sur du point de vue à la première personne, c'est Percy qui nous raconte, donc ça a forcément une incidence sur la lecture. Quand on les enchaîne pas, il faut se remettre dans la peau de Percy Jackson, et donc je n'ai pas eu ce problème avec celui-ci que j'ai vraiment dévoré, je l'ai lu d'une traite. Et j'avoue que jusqu'à ce tome là, je n'étais pas sûre que j'avais forcément envie de continuer de lire d'autres livres dans l'univers de Rick Riordan, parce que je sais qu'on retrouve le personnage de Percy Jackson dans d'autres sagas. Et jusque là, j'étais pas forcément sûre que j'allais continuer. Je pensais m'arrêter à la saga principale et je pensais que ça me suffirait. Mais finalement, ce dernier tome m'a convaincu que j'avais envie de continuer, de rester, de retrouver ces personnages. Donc je peux pas vous en dire tellement sur l'intrigue, mais il y a énormément de dénouements qui arrivent ici. Il y a d'autres choses qui apparaissent aussi et qui du coup donnent envie de poursuivre l'aventure avec Percy et Annabeth, mais vraiment on a toutes les réponses ici qui arrivent, beaucoup de choses, de retournements de situation auxquels on ne s'attendait pas forcément, et j'ai beaucoup aimé la manière dont les choses étaient amenées. J'ai aussi aimé le fait que Percy a grandi. Là il a 15 ans, il va avoir 16 ans, donc on n'est plus sur le gamin de 12 ans du premier tome. Et c'est vrai que pour moi, au niveau de la lecture, c'était plus agréable. J'ai bien aimé les petites touches adolescentes et les débuts de romance et ce genre de choses qui m'ont bien plu, alors que je ne suis pas forcément une grande fan de romance dans les histoires. Mais là, j'ai bien aimé, notamment parce que ça ne prend pas le pas sur les scènes d'action et sur les moments importants, donc voilà. Donc il m'aura fallu un petit peu de temps pour me convaincre que j'étais accro à l'univers de Rick Riordan. Maintenant c'est fait et voilà, il y a des chances que d'ici peu je me procure la suite. Alors je dis d'ici peu mais je ne sais pas quand, parce que je n'ai pas non plus un besoin extrêmement urgent, parce que l'histoire se finit vraiment ici. Mais c'est vrai que j'adorerais retrouver les personnages et en rencontrer des nouveaux, puisque apparemment dans la saga suivante, donc The Heroes of the Olympus, il y a d'autres personnages qui arrivent et qui ont l'air assez intéressants, d'après ce que j'ai pu voir sur internet. Et comme j'avais un autre livre dans cet univers, je l'ai enchaîné tout de suite. Il s'agit de Percy Jackson et les dieux grecs, écrit par Rick Riordan et illustré par John Rocco. Je le trouve très beau, il a de très belles illustrations. Je vais essayer de vous trouver ça. On a, voilà, de très belles illustrations. Et en fait, encore une fois, c'est raconté du point de vue de Percy Jackson, qui reprend tous les dieux que l'on a pu croiser dans les 5 tomes et nous raconte leurs histoires, racontées voilà, par un gamin de 16 ans. Et on retrouve voilà, toute la personnalité de Percy Jackson là-dedans. J'avais un petit peu l'impression de lire un épisode de Drunk History. Du coup ça m'a fait beaucoup rire, même si les histoires ne sont pas forcément très joyeuses, si on connaît un minimum de mythologie grecque. On sait à quel point il y a beaucoup de choses bizarres et gore et un peu gênantes, un peu malaisantes qui se passent. Mais voilà, Percy Jackson nous fait passer ça avec l'humour, tout en relevant à chaque fois qu'il y a un truc vraiment bizarre pour lui. Donc j'ai bien aimé, même si j'ai mis pas mal de temps à le lire, parce que mine de rien il fait 400 pages et que je suis passée de la lecture de Percy Jackson en anglais
à celui-ci en français. J'avoue que ça m'a un petit peu perturbée, autant dans l'autre sens ça passe mieux puisque du coup je retourne sur l'écriture de base de l'auteur. Autant là il m'a fallu un petit temps d'adaptation parce que même si on retrouve Percy Jackson et la plume de Rick Riordan, il y a quand même quelque chose de différent. J'ai ensuite lu le tome 1 de Grishaverse, donc Shadow and Bones de Liv Bardugo. Je pense qu'en ce moment vous en entendez beaucoup parler un petit peu partout puisque la série vient tout juste de sortir. Et en fait, effectivement, je me suis lancée dans la lecture de la trilogie parce que je voulais la lire avant la sortie de la série. Donc c'est un fail, je ne lis que le premier tome. Je n'ai pas du tout enchaîné avec les tomes 2 et 3 parce que j'avais d'autres lectures qui m'attiraient bien plus. Dans cet univers, j'avais déjà lu Six of Crows et Crooked Kingdom, donc la duologie qui se passe en fait après avec d'autres personnages, que j'avais beaucoup aimé. J'avais vraiment adoré l'univers, même si je le trouvais très dense et que c'est vrai que dans Six of Crows, si on commence par celui-ci, c'est un petit peu compliqué. Mais j'avais vraiment beaucoup aimé la duologie, j'avais adoré les personnages, leurs relations, la construction de l'univers et surtout de l'intrigue que je trouvais très bien développée. Par contre, dans Shadow and Bone, j'ai eu l'effet inverse. C'est-à-dire que pour le coup, on nous décrit bien l'univers petit à petit, c'est plus facile de se repérer puisque on est censé le lire avant, donc c'est logique. Donc c'est là qu'on découvre vraiment l'univers, donc il nous est présenté petit à petit, c'est un peu plus facile à comprendre. Mais par contre, au niveau de l'intrigue et des personnages, ça ne l'a pas du tout fait pour moi. Alors dans un premier temps, je n'ai pas du tout accroché avec le personnage d'Alina, dont je n'ai pas aimé le développement ni la description de base, voilà, je me suis pas du tout attachée. Et elle rentrait beaucoup dans les clichés. Et c'est pas la seule, en fait globalement j'ai trouvé que ce premier tome répondait beaucoup trop au code et aux clichés habituels. Sans que la densité et l'originalité du monde autour suffisent à le rendre original. Alina, c'est la jeune fille orpheline, pas spécialement jolie, pas spécialement forte, un peu faiblarde et amoureuse en secret de son meilleur ami qui lui tombe les filles parce que c'est le beau gosse de service. Ils ont grandi ensemble dans un orphelinat et ils se retrouvent à devoir traverser The Fold, je sais pas du tout comment c'est traduit en français. Mais bon, c'est une entité noire qu'ils doivent traverser pour aller de l'autre côté, pour accéder au port, puisque leur pays en fait est coupé en deux par cette nappe noire. Et ils ont 16 ans, ils sont jeunes, et c'est la première fois qu'ils doivent le traverser, et c'est très risqué. Et c'est là que commence l'histoire, et évidemment Alina s'avère ne pas être une jeune fille comme les autres, et avoir un pouvoir particulier qui va les aider dans cette situation et lui donner une valeur extrêmement importante aux yeux du pays et surtout du Darkling. Donc déjà là, ce côté, la jeune orpheline qui s'est toujours sentie rejetée et pas à la hauteur et pas assez bien et qui tout d'un coup a un pouvoir et devient belle et forte et que tout le monde veut et qui attire tous les regards, etc. On est sur du gros cliché et pour moi il n'y avait rien du coup de vraiment intéressant. Alina est même... j'ai même trouvé Alina un petit peu agaçante, elle m'a un peu tapé sur les nerfs. J'ai trouvé Mal assez inutile. Et le Darkling avait beaucoup de potentiel pour être le vilain intéressant. Et au final il est juste le cliché du vilain. Et dans ce premier tome en tout cas, il avait rien pour m'intéresser. Si ce n'est son physique et son côté un peu dangereux et sombre si on aime ça. Et même si d'habitude j'aime beaucoup ça chez les personnages, c'est le cas pour Kaz par exemple, Kaz Breaker dans Six of Crows. Là en fait c'était tellement trop, il n'y avait tellement pas d'autres couches de... il n'y avait rien d'autre en fait au personnage, ce qui fait que j'ai pas du tout accroché. Donc pour le moment ce premier tome ça a été un petit peu une déception au niveau du style et au niveau des personnages et au niveau de l'intrigue. Mais j'aime beaucoup l'univers. Et mine de rien, l'écriture fait que ça se lit très vite parce que je pense que je l'ai lu en une soirée ou deux, vraiment très rapidement. Donc ça n'a pas non plus été une torture. C'était juste quelque chose que j'ai un peu lu sans accrocher plus que ça et en levant les yeux au ciel 2-3 fois. Mais je compte quand même lire la suite par curiosité et avant de voir la série. Et parce que apparemment il faut l'avoir lu pour lire la série Kings of Scars. Qui m'intéresse plus parce qu'elle a été écrite après. En fait j'ai l'impression que, d'après ce que j'ai compris, cette trilogie est la première qui a été écrite. Elle a vraiment été écrite pour un public young adulte et
Et la plume n'était peut-être pas autant développée que c'est le cas dans Six of Crows, donc voilà, je ne lâche pas l'affaire avec cette autrice. Je compte quand même lire ses autres livres et donc finir cette trilogie-là. Ensuite, en lecture commune avec Christelle et Jenny, j'ai lu La Machine Infernale de Jean Cocteau. Je vous en avais déjà un petit peu parlé dans un vlog, donc je vous remets ici, donc là je vais passer très rapidement. On est sur une pièce de théâtre qui reprend le mythe d'Œdipe, que personnellement je n'avais jamais lu. Je connaissais le mythe, notamment parce que j'ai lu Antigone et que du coup il avait fallu que je me renseigne sur l'histoire d'Œdipe avant de pouvoir comprendre celle d'Antigone. Mais je n'avais pas lu, et je n'ai toujours pas lu d'ailleurs, l'œuvre originale deŒdipe. Donc je l'ai d'une certaine façon découverte avec La Machine Infernale de Jean Cocteau, que j'ai énormément aimé. Déjà ça me rappelle que j'aime le théâtre, que j'y prends beaucoup de plaisir, que à part le théâtre de Molière, globalement j'aime le théâtre. Donc j'ai aimé la manière dont les choses étaient amenées, dont l'auteur se permet beaucoup de jeux de mots, de petites références par-ci par-là qui, quand on connaît l'histoire, ont un côté très ironique, très fatal et qui en même temps font sourire. Donc on est sur une histoire tragique mais parsemée d'ironie et d'humour, et j'ai beaucoup aimé ça. C'est court, ça se lit vite et ça apporte une vision assez sombre, assez tragique clairement de l'importance du destin et de l'impact de ces prophéties sur la vie de ces personnes, et comment une phrase peut affecter et impacter la vie de plusieurs personnes pour toujours. Donc c'est une pièce que j'ai beaucoup aimée et que je vous recommande parce qu'elle traite de sujets importants, mais elle le fait avec une certaine légèreté qui dédramatise tout en gardant son côté tragique. Je sais pas si ça a vraiment du sens, mais voilà. Ensuite j'ai lu When I Dare to Be Powerful, Women So Empowered Are Dangerous de Audre Lorde. Audre Lorde, c'est une féministe dont j'entends parler depuis un petit moment. Je vois beaucoup passer ses citations et quand je suis tombée sur ce petit recueil en librairie, je n'ai pas hésité et je l'ai acheté alors que j'étais censée être en no-buy. Tout va bien. Il fait 117 pages et ces 117 pages d'essais qui sont extrêmement importants, qui pour moi ont eu beaucoup d'impact parce qu'ils répondaient directement à des émotions ou des interrogations que je pouvais avoir. Notamment, il y a un essai sur les voix des femmes, le silence des femmes. Je vous en ai d'ailleurs un tout petit peu parlé dans la vidéo sur les recommandations de Chris Evans, puisque ma lecture de The Mother of All Questions faisait un petit peu écho avec celle-ci sur certains points. Le sujet du silence m'a beaucoup frappée, de même que celui de la colère, parce que c'est fait avec des mots directs, francs, sincères, une forme de lâcher prise, une forme de libération de la parole et de toutes ces émotions enfouies. Et j'ai trouvé, donc comme le titre le dit, j'ai trouvé que ça donnait du pouvoir de réaliser d'où venaient ces colères, d'où venaient ces silences et comment les briser, quel pouvoir avait ce silence, de la même manière que quel pouvoir peut avoir notre voix en tant que femme. Elle parle en tant que femme, en tant que personne de couleur et en tant que lesbienne. En tant que femme blanche hétéro, j'ai besoin de lire des livres qui me donnent un point de vue vraiment interne, vraiment personnel, de la part de personnes de couleur et de personnes lesbiennes, pour mieux comprendre, puisque n'appartenant pas à ces minorités-là, je ne peux pas le vivre de la même manière, mais pour pouvoir en tenir compte dans mon féminisme à moi, je pense que j'ai vraiment besoin de lire ce point de vue et de m'en imprégner pour ne pas l'oublier dans mon propre féminisme, dans mon propre combat. Donc ce livre apporte beaucoup et j'en suis ressortie assez secouée, et je pense avec une meilleure compréhension et de meilleures bases de ce qu'il faut faire pour avoir un féminisme intersectionnel. Et enfin, j'ai lu The Princess Saves Herself in This One de Amanda Lovelace. C'est le premier tome d'une série, trilogie je crois, d'un recueil de poésie écrit par Amanda Lovelace. Alors, c'est présenté comme ça. Au niveau de la présentation, ça fait un petit peu penser au livre de Rupi Kaur, Milk and Honey, sans les illustrations, mais j'arrête la comparaison là, parce que ce n'est pas comparable, ce n'est pas la même chose. On est donc sur de la poésie, des poèmes assez courts et assez personnels. J'ai trouvé que dans ce livre, Amanda Lovelace nous dévoilait beaucoup de choses personnelles, certaines avec lesquelles je me suis sentie en résonance et d'autres non, puisque c'était des histoires trop personnelles pour que ça puisse être le cas. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Alors notamment, j'ai adoré le fait qu'à chaque fois, donc on a le poème et le titre du poème est écrit en italique à la fin, à la toute fin. Ce titre représente en fait la chute
du poème à chaque fois et lui donne un impact encore plus fort. Parfois c'est vraiment juste cette ligne là qui va réellement donner l'impact du poème, je trouve. Ça se lit très vite, je l'ai dévoré, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de points très intéressants qui étaient soulevés et surtout que c'était un recueil de poèmes qui amenait, qui poussait, qui encourageait à reprendre les rênes de sa vie et à ce que son propre bonheur ne dépende pas de quelqu'un d'autre. C'est comme si l'autrice essayait de transmettre sa force à travers ce livre, à travers ses poèmes, pour réveiller notre propre force en nous. Et j'ai trouvé ça très beau. Donc voilà pour les livres lus ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains, si certains vous font envie. N'hésitez pas à partager vraiment votre avis. Je sais par exemple que mon avis sur Grisha ne fera pas l'unanimité puisque j'ai discuté avec des personnes qui au contraire adorent cet univers et les personnages. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a plu ou ce qui ne vous a pas plu dans les livres. J'adorais en discuter avec vous. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.